Merci beaucoup de me permettre de partager avec vous une réflexion qui vient vraiment en résonance avec ce qui vient de nous être présenté. Puisque l'objectif, alors ça fait un certain nombre d'années que je bassine mes collègues de l'ANACT avec la question du SRADET, donc c'est le moment de le partager, et aussi finalement de retourner ce qui vient d'être présenté, puisqu'on a des collègues de l'urbanisme qui se saisissent des problématiques de l'archéologie, nous archéologues finalement, de se saisir en retour des problématiques des collègues qui sont en charge de l'urbanisme pour envisager l'avenir de nos métiers et de nos pratiques professionnelles. Alors, j'ai intitulé cette communication « Un rendez-vous à ne pas manquer ». On va être vraiment dans cette logique-là où, encore une fois, il existe des outils qui sont mis en place par nos collègues en charge de l'aménagement du territoire, qui ont des acronymes qui sont un peu difficiles, un peu âpres, et dont on ne se saisit pas assez au niveau de l'archéologie, alors que ces documents, ces outils, finalement, nous dressent un chemin qui va être suivi par les autres et charge à nous, finalement, de suivre le même chemin, d'embrayer la dynamique qui est en cours, si on veut continuer à pouvoir exercer nos métiers et nos disciplines scientifiques. Alors, de quoi parle-t-on? Bon, on a synthétisé quel est cet acronyme assez terrifiant de SRADET. C'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. C'est un schéma, j'y reviendrai après. La question régionale, c'est parce que finalement, c'est une compétence c'est une mission qui a été confiée par la loi NOTRe aux régions en tant que finalement tête de file territoriale en termes de développement économique et d'aménagement du territoire. La loi NOTRe impose finalement aux régions de coordonner, de mettre en place un document qui a vocation à coordonner l'aménagement du territoire pour arrêter ce système de dispersion où chacun fait comme il veut, comme il peut dans différents endroits, mais finalement de sortir des échelles purement politiques, d'action politique et d'action de chaque collectivité territoriale dans son coin pour arriver dans une logique vraiment de schéma régional et avoir une coordination pour que tout ça arrête en fait ce grignotage effectivement de la surface de façon complètement, alors pas anarchique parce que c'est pas le mot, vous l'avez dit, mais quand même décoordonnée et dispersée dans le territoire. Aménagement, parce qu'il s'agit vraiment de cette logique-là. Développement durable et égalité des territoires. L'égalité du territoire est là pour vous rappeler que le développement durable ne se résume pas à l'écologie comme on le fait trop souvent. La dimension sociale du développement durable est vraiment quelque chose d'essentiel. Et ne réduisons pas encore une fois cette développement durable à l'écologie. C'est très réducteur et c'est très dommageable pour les enjeux qui sont dedans. Le SRADET, c'est donc vraiment un document qui, pour le dire facilement, en fait, l'objectif, c'est de rendre intelligibles des orientations stratégiques portées par la région qui a vocation, en fait, à piloter, à donner ces grandes règles d'aménagement du territoire. On pourrait résumer, c'est un facile à lire et à comprendre. Voilà, c'est le même principe, c'est finalement ces objectifs-là, qu'il y ait un document qui soit partagé et lisible et clair pour tout le monde. Et c'est pour ça que finalement, c'est un document qui est en fait le résultat d'un diagnostic territorial, parce que la vocation des SRADET, c'est de dresser un véritable diagnostic territorial en termes d'aménagement du territoire, et qui fait aussi l'objet d'une concertation maximale avec un maximum d'acteurs. Tous les acteurs de l'aménagement du territoire sont appelés à participer, à se positionner sur ce bilan et sur les objectifs qui sont donnés, pour qu'encore une fois, ce soit quelque chose qui soit partagé à l'avenir. Et évidemment, chose essentielle, ça vient d'être dit, mais il faut le rappeler, la vocation du SRADET, c'est de s'imposer finalement à tous les autres documents de planification de l'aménagement du territoire, que sont les SCOT, que sont les PLU, PLUI ou les cartes communales, avec une vocation de réunir finalement un certain nombre d'objectifs qui étaient dispersés dans plein de schémas différents, dans un seul et même schéma, et avec une vocation vraiment de chapeauter tout ça. Donc voilà ce que c'est que le SRADET en résumé, et je vais vous proposer en fait une communication en deux temps. Le premier, c'est de vous essayer de vous montrer que c'est un outil dont les archéologues doivent se saisir pour envisager vraiment l'avenir de leur discipline et de leur profession. Comme c'est un outil, et là je ferai que je rentre assez en résonance avec ce qui a été présenté hier par Marc-Antoine Kaiser, en fait, peut-être se faire prévaloir aussi de ce que nous, on apporte sur la connaissance de l'histoire des territoires et sur l'histoire de l'aménagement du territoire pour répondre aux enjeux, puisque le SRADET pose en fait un certain nombre d'enjeux d'aménagement du territoire et un certain nombre d'enjeux d'avenir, et vous verrez que c'est des sujets que l'on traite, nous, dans nos pratiques scientifiques et pratiques professionnelles, et finalement, nous ne sommes pas entendus parce que nous ne sommes pas en capacité, nous ne nous mettons pas en capacité de porter notre connaissance et nos problématiques sur ces enjeux-là, alors que c'est essentiel, et peut-être que c'est là aussi une version très optimiste des choses
Mais je pense que ça va être là aussi une mutation de nos métiers qui ne seront pas que l'archéologie préventive, parce que surtout en territorial, on le sait bien, on ne fait pas que de l'archéologie préventive. On a aussi vocation à alimenter la réflexion sur le devenir de territoire et sur l'aménagement de nos territoires. Alors, ce schéma, vous voyez là la liste des thèmes qui sont abordés dans le SRADET. Vous voyez que c'est un spectre de thématiques qui sont très larges et qui abordent vraiment toutes les facettes de l'aménagement du territoire. Encore une fois, c'est vraiment le but du SRADET, c'est de structurer et d'harmoniser l'aménagement à une échelle régionale et qui est confié à cette région qui a cette compétence et en tout cas cette vocation d'être tête de file pour l'aménagement et le développement économique de ces territoires-là. C'est un guide. Alors c'est vraiment le mot schéma est important hein, parce qu'un schéma c'est vraiment des grandes lignes, hein, c'est des orientations stratégiques, un SRADET, hein, c'est pas dans le détail, c'est des orientations stratégiques, et c'est vraiment l'idée de préparer l'avenir et d'amener en fait tous les acteurs de l'aménagement du territoire à préparer, anticiper et accompagner ce qui a été dit, hein, parce qu'évidemment, je le redis, hein, si le SRADET a vocation d'orchestrer la mise en œuvre de l'objectif du ZAN en 2050, il ne se réduit absolument pas à ça. En fait, il définit les formes de l'aménagement du territoire qui vont être à venir et qui va nous inviter, nous, comme tous les acteurs de l'aménagement du territoire, à préparer, à anticiper et à accompagner ces mutations qui sont vraiment une lame de fond hein, sur lequel on va devoir aussi réagir et se mettre en ordre de bataille, on va le dire comme ça, parce que finalement tout le monde le fait et les archéologues, peut-être je le redirai plus tard, sont un peu en retard à mon avis dans cette prise en considération de ça. Le SRADET, c'est vraiment un schéma, c'est préparer les esprits. C'est-à-dire que ça met en forme, ça me donne des images, ça donne du visuel pour qu'est-ce qui va se passer dans ces nouvelles formes de l'aménagement du territoire sur un mouvement qui est déjà engagé largement. Alors, ça a quand même une valeur normative, hein, le SRADET. Hein. En fait, vous savez que c'est un sujet qui est polémique et vous entendez dans la presse très régulièrement les recours contentieux qui sont développés contre le SRADET et contre le ZAN. En fait, à jurisprudence constante, d'accord, le SRADET a vocation à s'imposer au SCOT, au PLUI et ainsi de suite. Et là, je vous remets ici une décision du Conseil d'État du 4 octobre 2023 qui vraiment le rappelle, hein, vraiment jurisprudence constante. Le SRADET, ces orientations stratégiques-là vont déterminer tous les outils de l'aménagement du territoire avec une rythmique qui va certainement changer, ça on est tout à fait d'accord, mais quand même c'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place, qui va s'imposer avec peut-être des petits décalages, mais qui seront terminés. Là, vous avez les échéances hein, qui sont présentées, 2026 pour les SCOT, 2027 pour les PLUI. Là, normalement, l'adoption des SRADET, de manière générale, c'était 2024. Celui pour la Normandie a été adopté définitivement en juin 2024. Alors c'est un peu particulier, c'est pour ça qu'on s'est saisi du dossier un peu tôt. En fait, la Normandie est un peu pionnier dans cette mise en place du SRADET, tout simplement parce que l'actuel président du Conseil régional était l'ancien président de Région de France. Et au moment où on a décidé la mise en place de la loi NOTRe, et donc il y a une volonté vraiment d'accompagner et d'être exemplaire dans cette dimension-là. En tout cas, c'est une valeur normative qui va s'imposer à tous et qui est uniforme sur tout le territoire. Alors ce SRADET, il s'appuie d'abord sur un diagnostic et qui est un diagnostic qui se veut partagé. Et c'est aussi extrêmement important avec des éléments chiffrés, des éléments cartographiés. Et donc, voilà, vous avez l'exemple de la Normandie. Et au passage, ça a été dit, et c'est important de le redire, hein, la dimension de réduction de la artificialisation des sols, c'est un mouvement qui est déjà engagé. Hein. On le voit très clairement sur ce graphique hein, du SRADET. Vous voyez qu'à partir du début, la fin des années 2010, on a une diminution de la consommation des sols qui est massive, qui est importante, et qui est déjà un mouvement qui est en cours et qui va se poursuivre et se prolonger. Comme on peut voir grâce à ces éléments-là, et c'est l'intérêt aussi du SRADET, c'est qu'on a une cartographie finalement des efforts qui ont été réalisés entre 2011 et entre 2010 entre 2000 et 2020 et qui permettront aussi de fixer des objectifs et c'est aussi important de territorialiser pour la fin. Donc le SRADET, en fait, il ne fixe pas l'objectif pour revenir à cette dimension, parce que c'est important, même si ce n'est pas que ça sur l'artificialisation, la lutte contre l'artificialisation des sols. Hein, c'est un objectif, c'est un enjeu majeur, tout le monde le partage maintenant. L'objectif, il est fixé par la loi. Ce que fait le SRADET, finalement, c'est qu'il précise la trajectoire qui permettra d'arriver à cet objectif de ZAN. Avec, encore une fois, le rythme par tranche de 10 ans et aussi une territorialisation des objectifs de la consommation foncière et de l'artificialisation.
Pour rappel, ça a été redit, hein, l'objectif de la ZAN, hein, c'était une réduction de l'artificialisation foncière de l'ordre de 50% pour la période jusqu'en 2030 et zéro artificialisation en 2050. Pour donner quelques chiffres, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans les bilans, et c'est vraiment une invitation à chacun d'entre vous d'aller voir ce document dans vos régions, parce qu'il va vous donner de véritables orientations de comment ça va se passer. Vous voyez qu'on a les chiffres de qu'est-ce que ça va donner en réduction quantitative, avec aussi des précisions. Par exemple, on dit, mais oui, pas d'inquiétude, puisque finalement, les projets d'intérêt nationaux et d'intérêt régionaux ne sont pas concernés, les trains, les aéroports et compagnie, pas du tout. En fait, c'est déjà intégré. Vous avez aussi des dérogations qui ont été votées récemment de 1 hectare par commune qui finalement pourront aménager 1 hectare. Chaque commune a le droit à 1 hectare dans les 10 prochaines années d'artificialisation pour leurs propres usages. C'est une demande des élus territoriaux et ça aussi c'est déjà intégré dedans. Il y a des trucs qui sont aussi des artificialisations qui sont contraintes. Vous voyez que pour chez nous on est en territoire maritime. La lutte contre le recul du trait de côte et la submersion marine, on a déjà des quantités qui sont fixées pour préciser, qui sont déjà alloués finalement à ça. Autre chose qui est extrêmement important, c'est que en fait, l'effort n'est pas égal sur tout le territoire. En fait, à l'échelle de la Normandie, c'est 50%. En fait, comme on s'appuie sur un bilan, finalement, vous voyez qu'on a des écarts entre les territoires qui vont entre 42 et 62% de réduction de la consommation. L'échelle, l'effort, il se fait au niveau régional, au niveau national, mais au niveau territorial, dans la précision, c'est beaucoup plus hétérogène et c'est ce que donne cette cartographie. Et vous voyez que les efforts sont complètement différents selon les territoires en fonction de ce bilan chiffré. Alors, petit rappel quand même, hein, parce que la ZAN, hein, c'est un véritable objectif structurel à l'heure actuelle, c'est une véritable lame de fond, et on ne peut pas croire, comme parfois on l'entend de plus en plus dans la presse, et un certain MB l'a rappelé il n'y a pas longtemps, hein, Michel Barnier bien sûr, ce n'est pas un caprice d'éco-terroristes ou de bobos, en fait c'est une véritable lame de fond qui va au-delà des effets de manche et du racolage électoral, parce que cette réduction-là, finalement, elle répond à d'autres enjeux que simplement la préservation environnementale. D'accord ? Je vous les ai listés quelques exemples, hein, mais réduire la dépendance automobile des ménages, c'est un objectif fixé dans le Stradet de cette réduction ZAN, et l'objectif, c'est de répondre à ces crises énergétiques qui arrivent, comme c'est aussi répondre à des crises qu'on a eues, telles que les gilets jaunes. Réduire les coûts des collectivités en matière de transport public et d'infrastructures, c'est une réponse à la crise de la dette publique. Le fait de garantir la souveraineté alimentaire, c'est ce qui va justifier, on y reviendra après, par exemple, de vouloir relocaliser les cultures vivrières dans les villes ou en bordure de ville. Vous voyez que les enjeux qui sous-tendent cet objectif de zéro artificialisation des sols, en fait, ils sont beaucoup plus importants et beaucoup plus structurels que simplement la dimension de la préservation de l'environnement. C'est vraiment des réponses à des problématiques économiques et sociales qui se posent de nos jours. Et donc, c'est vraiment cette orientation-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui va disparaître, qui va s'atténuer vers le temps. C'est vraiment une vraie lame de fond. Et en fait, le levier qui a été choisi, ça a été redit, et je le redis, je répète aussi, c'est que c'est vraiment le levier qui est choisi, c'est la raréfaction de la ressource foncière. C'est vraiment ça qui est en cours. L'objectif, hein, c'est dit clairement, c'est renchérir les coûts des terrains en périphérie pour que finalement, au-delà de la dimension strictement légale, on va réduire ça pour que finalement les centres-villes soient moins chers que les terrains qu'on aurait en périphérie ici. Et aussi, le deuxième objectif, c'est rendre le coût de la rénovation plus intéressant que le coût de la construction neuve. Et ça, c'est un deuxième levier, et c'est un levier qui est en cours à l'heure actuelle. Si vous discutez, et je pense qu'un certain nombre d'entre nous discutent avec des aménageurs, ils ont tous pris le pli, en tout cas ceux qui prennent le pli s'en sortent. Ceux qui ne prennent pas le pli, c'est ceux que vous entendez aujourd'hui. On a un certain nombre de fermetures d'entreprises en charge de la construction, mais beaucoup d'entreprises se sont déjà tournées vers la rénovation énergétique, ont déjà pris ce chemin-là, sachant que la consommation foncière va se réduire. Et donc, ils sont vraiment dans une dynamique, pour le coup, que l'on a un peu moins. Alors voilà, par exemple, les conséquences que vous pouvez, sur lesquelles chacun d'entre vous peut travailler sur les efforts du Stradet en termes de consommation foncière, parce que finalement, tout est cartographié hein, à l'échelle des SCOT et des PLUI, et donc à l'échelle des départements. Et pour le Calvados, par exemple, l'effort qui est demandé avant 2030, ce n'est pas 50%, mais c'est 55%. De réduction d'artificialisation des sols. D'accord ? En termes de prescription archéologique, hein, la conséquence, c'est qu'on est à peu près, logiquement, hein, à peu près à 2 fois moins de surface prescrite en diagnostic archéologique qu'on avait de prescription jusque dans les périodes qui vont de 2018 à 2023.
Alors tout ça est à pondérer, et je le redis parce que c'est important, ce que vous avez dit tout de suite, c'est que tout ça est à pondérer parce qu'on ne tient pas compte dans ces chiffres-là, dans ces projections-là, de tout ce qui est finalement reconstruction sur des terrains qui sont déjà artificialisés. D'accord ? On ne tient pas compte non plus de nouveaux projets, vous l'avez rappelé, hein, les fermes photovoltaïques, les éoliennes et des choses comme ça, qui vont générer des opérations de diagnostic qui ne sont pas... voilà. Mais il n'empêche que, on va avoir des modifications dans les formes. Ça ne veut pas dire qu'on aura moins de travail, hein, c'est qu'on aura un travail différent en fait, qui va s'amener, en fait, mais ça ne sera pas de la consommation foncière qui va impacter lourdement. Donc encore une fois, nos métiers ils vont changer par rapport à ça de façon vraiment en profondeur. Alors, l'objectif du Straded, pour continuer sur ce que c'est, hein, c'est encore une fois, c'est définir pas que le quantitatif, mais aussi les formes de l'aménagement du territoire. Ici, on l'a dit, hein, vous voyez que c'est écrit noir sur blanc, c'est privilégier l'urbanisation des dents creuses, réhabiliter des friches industrielles, c'est de développer des nouvelles formes d'urbanisation et qui ne se résument pas à monter en hauteur, effectivement, c'est ces nouveaux usages. Il y a aussi des répartitions spatiales qui vont se jouer, c'est-à-dire que les centres urbains anciens étant finalement assez protégés au titre des monuments historiques, on va rentrer dans une logique où ce sont les villes moyennes et les villes qui vont avoir ces objectifs de développement, villes moyennes et les petites villes qui vont se développer, qui vont faire l'objet de la concentration des projets d'aménagement à venir. Et puis rappeler quand même qu'il y a une volonté aussi de garder la qualité paysagère architecturale, parce que ce sont des leviers forts en termes de développement touristique. Et effectivement, les bords de ville avec les panneaux et les zones commerciales partout, comme les lotissements, finissent par gâcher le paysage, et il y a maintenant une prise de conscience qui se fait. Donc, des objectifs généraux et transversaux, et puis une adaptation qui est précisée dans chacun, dans les Straded. Vous avez vraiment le détail, finalement, selon les paysages, puisqu'il y a une analyse vraiment paysagère de comment ça va se passer, qu'est-ce qui est préconisé, quelles sont les orientations par les zones. Donc là, on est dans les zones littorales, hein, et vous voyez que concentrer les constructions autour des centres-bourgs. Il y a un certain nombre aussi de mise en place de continuités piétonnes et cyclables le long de la côte, qui vont générer des types d'opérations qu'on ne fait pas forcément, qui ne sont pas évidents pour l'archéologie. Mutualiser les zones de stationnement et compagnie. Et puis aussi, encore une fois, cet élément de culture vivrière sur lequel je reviendrai, qui est aussi particulièrement intéressant pour nous. C'est pareil, vous avez à chaque fois là, les territoires ruraux, comment ça va se passer dans les centres-bourgs, quelles sont les préconisations que vous avez, avec des éléments, par exemple, formaliser un espace public commun, qui sont des choses qui n'existaient pas dans les villages. Hein. La plupart du temps, ces espaces publics communs ont disparu. L'objectif, encore une fois, c'est de concentrer autour de pôles d'habitat un certain nombre de services publics, comme de services commerciaux, comme d'identités finalement partagées à l'échelle du village, pour que vous n'ayez plus ces cités dortoirs, où en fait on a des gens qui vont circuler aussi pour aller faire leurs courses, pour aller acheter leur pain et compagnie, tout ça. Et donc on est dans ce schéma-là qui est en train de s'inverser. Alors je sais que ça paraît un peu contradictoire, un contre-intuitif, parce que ce qu'on entend jusqu'aujourd'hui, mais en fait c'est ça. Vous donnez un exemple, hein. Le mouvement il a été engagé en ville, hein. Vous avez tous vu apparaître ces petits commerces de proximité, des supermarchés de proximité qui n'existaient plus pendant très longtemps. C'est bien une relocalisation de ces services de commerciaux dans les centres-villes qui sont redispersés pour éviter que les gens sortent des villes pour acheter dans les supermarchés. C'est ce qui va se passer dans les bourgs. Comme des orientations très fortes. Et puis vous avez tout aussi, hein, les territoires industriels, les vallées de Seine, je vous passe tous les détails, on ne va pas rentrer dans tout ça pour vous donner ça. Et les archéologues dans tout ça, il faut que je me dépêche, voilà, je vais aller vite. Les archéologues dans tout ça, voilà, je pense qu'on est quand même assez nombreux à avoir fait pratiquer la politique de l'autruche, d'accord, avec ces sentiments en disant ça va passer. Qui n'a pas entendu qu'on ne prescrivait que sur 8% des projets d'autorisation d'urbanisme, en oubliant de dire que le reste des autorisations d'urbanisme, c'est plein d'autorisations qui ne touchent pas le sous-sol, ou qui n'a pas entendu ces fameux terrains de football artificialisés tous les 7 minutes. Et en fait, on a fini par complètement ne pas se préoccuper de ces questions-là. Or, encore une fois, il faut s'en saisir pour avancer et pour finalement remettre en cause la base de l'archéologie préventive qui a été vraiment conçue et imaginée dans une logique consumériste du territoire. Le paradigme est en train de changer, il faut s'adapter, il faut s'adapter à de nombreux niveaux, à la fois au niveau de la réglementation de l'archéologie préventive, nos pratiques professionnelles, et puis aussi renforcer la diversité des activités des services d'archéologie. Je vous rappelle la petite phrase connue de Darwin, comme quoi ceux qui s'adaptent, ce sont ceux qui savent, ceux qui survivent, sont ceux qui sont capables de s'adapter au changement. Rapidement, je ne vais pas tout lire, hein. Le sous-directeur d'archéologie, je crois, a quitté la salle. C'est fort dommage, puisqu'on est dans du réglementaire. Et donc, vous voyez que, par exemple, les zones, la typologie des opérations d'aménagement qui donnent lieu à des prescriptions de saisine des services de l'État automatiques, vous voyez qu'on est sur du 3 hectares.
Par exemple, le 3 hectares est complètement inadapté et ne marchera pas. Il faut changer, c'est du réglementaire, c'est du relève de l'administration et pas du politique. Voilà, ça ne colle pas. Pareil pour l'article 523.5, le 1 hectare, encore une fois, ce ne sont plus des proportions qui sont les aménagements d'avenir. Et la difficulté, là on est sur du diagnostic, hein, la difficulté, alors je sais bien que l'heure actuelle, le bruit court, que l'objectif c'est de résorber une masse d'opérations qui n'ont pas réalisées. En fait, on a une sorte d'effet ciseau, hein, tout de suite. Vous avez énormément d'aménageurs qui nous disent clairement qu'ils se précipitent pour aménager avant la mise en place le développement des STRADET et du ZAN. Et puis, vous avez aussi beaucoup d'aménageurs qui sont des aménageurs publics. On leur redit, hein, il y a des échéances électorales. 2025, c'est la dernière année sur laquelle vous pouvez lancer des gros projets d'aménagement avant l'échéance électorale de 2026. Vous voyez que là, on a un effet ciseau, on a une masse de diagnostics qui arrive. Mais si on n'anticipe pas ces changements-là, quand cette petite masse va être passée, en fait, les diagnostics vont plonger. Et qui dit diagnostic plonge, dit que les fouilles aussi vont plonger. Donc, urgence à modifier le code du patrimoine sur ces deux éléments-là, au même titre qu'il y a urgence d'avoir une politique pour ce qu'on appelle les zonages archéologiques qui soit intelligente et qui ne repose pas uniquement sur des dimensions scientifiques, mais qui pose aussi, finalement, qui doivent s'articuler avec ces documents d'aménagement du territoire pour qu'on ait des zonages qui privilégier les endroits où on sait que ça va se densifier à l'avenir et pas simplement parce qu'on sait qu'on a des sites archéologiques sur place. Et ça, c'est un vrai engagement qu'il faut dans les SRA et au niveau national d'avoir une politique de zonage qui sont en fonction de ça. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, bien sûr. Le sous-directeur est parti et c'est fort dommage parce qu'il faut absolument aussi réviser ce fameux arrêté. Parce que l'arrêté du 6 décembre 2022, si vous regardez les critères des barèmes, ce ne sont que des critères scientifiques. D'accord ? Il ne comporte aucune dimension technique. Or, ce qui va se passer, c'est ce qui a été dit, hein, c'est que nos techniques d'investigation vont se changer, vont avoir des surcoûts. Et il faut intégrer, au-delà de la question des barèmes de base, il faut intégrer les dimensions techniques de nos opérations. Je ne vais pas relister, hein, mais vous savez tout ça bien mieux que moi. Hein, mais les centres-villes, les centres-bourgs, les petites surfaces, ce sont des coûts diagnostiques qui sont beaucoup plus importants. Les zones de friche industrielle et commerciale, les problèmes de pollution, on l'a dit. Il y a les zones de renaturation aussi, hein, qui nous posent des gros problèmes techniques pour la gestion de l'eau. Vous voyez, on a fait un exemple ici. On a fait un espace de renaturation sur un bief. Ça génère des difficultés techniques qui sont des surcoûts et il faut qu'on puisse les financer. Il faut aussi qu'on forme nos équipes pour le faire, mais je crois que ça va être le sujet de la communication suivante. Et il faut qu'on anticipe, encore une fois, dans nos pratiques professionnelles, dans nos outillages et dans nos modes d'intervention, des modes d'intervention et des secteurs d'intervention qui sont différents. Je reviens vite fait sur ce dernier élément et pour conclure, je vais aller très vite, Sébastien, pour aussi relister, vous voyez que ça, ce sont les objectifs qui sont précisés dans les STRADET de quoi il est question finalement. Et vous remarquerez que vous avez un certain nombre d'éléments qui sont nos sujets de recherche. Vous voyez, en fait, finalement, les acteurs de l'aménagement du territoire s'interrogent sur cette dimension-là, et nous, on a des choses à dire, et on ne leur dit pas. J'imagine que le paysage comme reflet des activités humaines, c'est la base de notre travail, c'est comme là-dessus qu'on travaille depuis des années, et on peut partager des informations là-dessus. La complémentarité entre territoires urbains et ruraux, je pense que tous les médiévistes et les antiquisants travaillent sur ces dimensions-là. La fonction de la centralité des centres-bourgs est structurant. On donne toujours cet exemple-là. Si les architectes en charge des villes nouvelles avaient consulté des archéologues et connaissaient comment fonctionne une ville antique, ils n'auraient pas fait des villes nouvelles sur lesquelles il n'y a pas de centre qui permet de s'identifier, ces fameux centres-bourgs, centres-villes, qui permet d'avoir une identité collective. Vous voyez, dans les années 70, 60-70, on a des urbanistes, je suis désolé, mais qui sont partis bille en tête, avec une logique d'ingénierie, sans avoir de recul historique, sans avoir de ces connaissances-là. Et nous, on est en capacité d'apporter ces éléments-là en rappelant qu'il y a des choses qui sont essentielles, et l'histoire nous l'a montré de tout temps. Pareil, mettre en évidence ces indépendances sur les territoires, je vais très vite, j'ai fini. Penser la ville par ses habitants, l'impact de l'urbanisation des aménagements sur la biodiversité et les espaces naturels, et ainsi de suite, recul de trait de côte, j'en passe, et ainsi de suite. Les ressources en eau, c'est quand même des choses sur lesquelles on travaille depuis très longtemps. Les relocalisations des cultures vivrières à proximité des zones d'habitat, moi j'ai un réel plaisir de pouvoir expliquer à l'heure actuelle, je suis médiéviste, je fais du mérovingien, en fait la ville de l'Antiquité tardive et la mérovingien, c'est pas une récession économique, finalement c'est une anticipation. Les terres noires, ce sont des jardins qui sont installés autour des zones d'habitat, vous voyez, c'est ça la logique, et donc on est vraiment dans cette démonstration que ça existait et on peut continuer à le faire, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a de plus que comme construction traditionnelle de matériaux biosourcés qu'une maison du néolithique? D'accord? C'est vraiment, on est dans cette logique-là. Donc disons-le, portons-le. La gestion des déchets, c'est notre quotidien. On peut aussi les piquer. Logique de réemploi et de recyclage. J'ai eu un colloque qu'on a réalisé là-dessus. Les circuits courts, hein, c'est le principe du Haut-Moyen-Âge. On a arrêté le commerce international pour faire des circuits courts. On est vraiment en anticipation, finalement, de ces enjeux-là. Voilà.
Ça, pour tout dire, encore une fois, il y a des enjeux qui sont posés par des acteurs de l'aménagement du territoire. Nous avons des choses à dire là-dessus. Il faut qu'on arrive à développer des projets de recherche, des projets qui, finalement, répondent à ces intitulés-là. Il faut qu'on se colle là-dessus, finalement, parce que c'est comme ça qu'on va être plus entendu par les autres acteurs de l'aménagement du territoire. Et je m'en excuse, évidemment, du retard que j'ai pris dans ma communication, qui était anticipée, comme tu me connais bien. Mais encore une fois, le retard, ce n'est pas que la communication, c'est encore une fois, il faut vraiment vous saisir de ces outils-là parce qu'il ne faut pas qu'on loupe le coche, quoi. Et sinon, encore une fois, on va pleurer qu'on est encore sur le carreau. Comme dans les années 60, on a pleuré parce qu'on était sur le carreau, parce que l'urbanisme s'est fait sans nous. Et en fait, au secours, au secours, au secours. Maintenant, on a des outils qui nous permettent d'anticiper, de se projeter. Il faut s'en saisir pour qu'on se projette intelligemment et de façon constructive. Merci Vincent.